Bonjour à tous et bienvenue dans les Jeudis de la formation, une émission consacrée aujourd'hui aux actualités 2021 dans la fibrillation atriale. Une émission qui s'intègre dans le cadre de la semaine d'action sur la fibrillation atriale, organisée comme chaque année par les cardiologues et le groupe Action Cœur pour sensibiliser les médecins et le grand public à cette maladie encore parfois négligée. Donc nous allons voir les dernières actualités sur la fibrillation atriale avec notre invité qui est aujourd'hui le professeur Gilles Montalesco. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes cardiologue, chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, vous êtes fondateur du groupe Action Cœur et vous êtes à l'origine de cette semaine de sensibilisation à la fibrillation atriale. Pourquoi? Il y a un déficit de dépistage? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est le trouble du rythme le plus fréquent et qu'il est manifestement sous-estimé. Deuxièmement, on a des moyens de dépistage de cette anomalie qui cause un grand nombre d'accidents vasculaires cérébraux et que, troisièmement, on a vu ces dernières années s'améliorer la prise en charge de la fibrillation atriale et les traitements. Et donc, il suffit d'avoir le diagnostic pour mettre en route ces stratégies et diminuer les risques associés à la fibrillation atriale qui sont essentiellement l'accident vasculaire cérébral ischémique et l'insuffisance cardiaque. En sachant que, par ailleurs, la fibrillation atriale révèle parfois d'autres comorbidités cardiaques ou d'autres pathologies cardiaques. Et vous nous rappelez ce que c'est que le groupe Action Cœur? C'est une fondation de recherche? Alors, le groupe Action, c'est un ensemble de petites structures. C'est d'abord un fonds de dotation qui fonctionne un peu comme une fondation et qui attribue par exemple des bourses aux jeunes médecins pour effectuer leurs études ou leur master. C'est une association de recherche, c'est de la formation pour les professionnels de santé, que ce soit des médecins, des infirmières. On a des axes de formation et puis c'est une association de patients qui s'appelle Parole et Réaction où on a un groupe extrêmement actif et qui essaye de faire qu'ils soient en interaction avec les docteurs. Alors ce groupe Action finalement remplit les trous laissés par l'hôpital. L'hôpital est très centré sur le soin, mais tout ce qui est en dehors du soin, nous on s'en occupe, que ce soit la recherche, l'association des patients, les bourses et un certain nombre d'actions pour les patients qui ne sont pas pris en charge à l'hôpital. Merci beaucoup Gilles. Donc on va regarder à la base déjà, la fibrillation atriale c'est un trouble, vous nous l'avez dit, qui est fréquent, il est souvent asymptomatique. On a fait des enquêtes systématiques, j'imagine, pour en évaluer la fréquence. Cette fréquence c'est à peu près quoi et sans doute à partir de quel âge? Bon, on estime grosso modo qu'il y a 1 million de patients en France avec une fibrillation atriale. On dit, c'est encore très grossier comme chiffre, qu'il y a à peu près 1% de la population ayant de la fibrillation atriale, mais qu'au-delà de 80 ans, on est plus près de 10%, et que donc il y a une relation à l'âge qui est très importante. Et la prévalence ajustée à l'âge est probablement autour de 400 pour 100 000 habitants. Voilà pour les chiffres, mais c'est une pathologie extrêmement fréquente et parce qu'elle est fréquente et souvent assez bien tolérée, elle est aussi souvent un peu négligée ou prise de haut alors qu'il y a des choses à faire. Et alors, il y a plusieurs types de fibrillation atriale, paroxystique permanente, silencieuse, symptomatique. Est-ce qu'il y a des différences de risque entre ces différentes formes ou est-ce qu'elles supportent toutes le même niveau de risque d'AVC et d'insuffisance cardiaque? Alors, pour le risque d'AVC, c'est la même chose. Quel que soit le type de fibrillation atriale, votre risque d'AVC est augmenté à peu près de la même manière. Pour l'insuffisance cardiaque, c'est un peu différent puisque on va décompenser l'insuffisance cardiaque souvent à cause de la fréquence cardiaque entraînée par l'arythmie. Donc si on a une fréquence qui est relativement lente, on n'aura perdu que la systole auriculaire, mais si la fréquence est rapide, on va avoir perdu la systole auriculaire et mettre à contribution le cœur à des fréquences qui sont parfois de 120, 130 et c'est très mal toléré par les patients. Donc il y a deux aspects un peu différents en termes de risque sur les deux grandes conséquences que sont l'AVC, c'est pareil, et l'insuffisance cardiaque où c'est un peu différent parce que ça dépend de la fréquence.
Et alors, la fibrillation atriale qui est symptomatique, il y a des symptômes, même s'ils ne sont pas toujours très spécifiques, mais la fibrillation atriale asymptomatique, par définition, il n'y a pas beaucoup d'éléments. Donc comment on peut rechercher ces fibrillations? Est-ce qu'il faut se concentrer sur des populations à risque? Et qu'est-ce qu'il faut mettre, comment on peut améliorer le dépistage de la maladie? Alors bien évidemment, si on se concentre sur la population à risque, on va en trouver plus souvent de la fibrillation atriale. Néanmoins, il faut quand même garder en tête qu'il y a des jeunes patients qui font de la fibrillation atriale et qui sont très gênés alors qu'ils n'ont pas d'insuffisance cardiaque et qu'ils n'ont pas fait d'AVC. Mais ils vont être très gênés par le trouble du rythme dans leur vie quotidienne et que là, on a des choses à proposer pour que les choses rentrent dans l'ordre. Moi, je pense que l'autodépistage, ça s'adresse absolument à tout le monde. C'est la prise de pouls et n'importe qui devrait pouvoir prendre son pouls et le faire régulièrement et voir si son rythme cardiaque est régulier, qu'il y ait un symptôme ou pas. Alors comment on prend le pouls? On peut le prendre comme une infirmière, souvent au poignet, hein, c'est le pouls radial, mais ce que font les sportifs est sans doute un peu plus efficace, c'est-à-dire de prendre le pouls au carotide, parce que c'est une grosse artère, on la sent bien, elle est facilement accessible, et on va regarder deux choses. Premièrement, est-ce que le pouls est régulier ou pas? Et s'il n'est pas régulier, on se méfiera d'une fibrillation atriale. Et la deuxième chose, c'est la fréquence. Est-ce que ça bat vite ou pas? Et donc, ces deux caractéristiques-là sont importantes pour l'autodépistage. Et puis après, il y a les dépistages sophistiqués, qui sont des dépistages qui sont avec des moyens connectés, les smartphones, les montres, les haltères que les docteurs peuvent poser, voire les haltères implantables ou le pacemaker qui a été posé pour une autre raison et qui peut dépister la fibrillation atriale. Et les montres, donc c'est effectivement le moyen le plus récent. Maintenant, ça commence à devenir très fiable. Vous êtes satisfait de ces devices? Alors, oui, moi je trouve que c'est... Alors ça a été évalué hein, d'abord, et la sensibilité du dépistage de la fibrillation atriale est de 98% avec les montres ou les téléphones qui ont ces deux électrodes en particulier qui permettent d'enregistrer un monopiste d'électrocardiogramme. Donc la sensibilité est excellente et la spécificité est autour de 90%. En tout cas, les montres qui permettent l'enregistrement d'un électrocardiogramme et pas d'une plétismographie au bout du doigt sur le flash du téléphone, ceux qui enregistrent l'électrocardiogramme sont des outils extrêmement fiables pour diagnostiquer la fibrillation atriale. Donc oui, il faut les utiliser et les démocratiser. C'est un très bon moyen de faire le diagnostic. Donc on voit que vous poussez à un dépistage par des actions auprès des médecins, auprès du grand public. Donc c'est un peu l'objet de cette troisième semaine d'action. Alors elle est perturbée par la Covid, mais grosso modo, qu'est-ce que vous avez déjà fait, qu'est-ce que vous faites actuellement et qu'est-ce que vous voudriez faire? Alors premièrement, dire aux gens qu'au-delà de la prise de pouls, le repas du dimanche peut être l'occasion pour faire tourner la montre connectée du petit jeune on fait un dépistage familial sur les 10 ou 15 personnes qui sont là, les fêtes arrivent, c'est le moment de dépister la grand-mère avec sa fibrillation atriale, mais peut-être que ce sera le père. La deuxième chose qu'on peut recommander, c'est dans les populations à risque, à un moment donné, d'avoir un aspect un peu systématique du dépistage et recommander l'électrocardiogramme chez le cardiologue. Et quand est-ce qu'est le virage? Est-ce que c'est 50 ans? Est-ce que c'est 65 ans? En tout cas, il y a un moment donné, il faut qu'on enregistre l'électrocardiogramme de ces personnes-là de manière systématique quand elles sont particulièrement à risque. Alors, ça commence avec l'âge, mais il y a d'autres facteurs qu'on connaît d'exposition à la fibrillation atriale, à commencer par les antécédents familiaux. Il faut savoir que les Caucasiens font plus de fibrillation atriale que les Asiatiques. Et puis, les patients qui ont un haut risque vasculaire ou qui sont déjà des malades vasculaires, ils sont plus exposés. Et puis, bien évidemment, il y a des expositions comme l'alcool qui font augmenter le risque aussi. Donc, il y a un certain nombre de facteurs qui font que le profil est favorable à un dépistage plus intensif dans certaines populations. Et donc les recommandations de la Société européenne de cardiologie en 2020, c'était effectivement ce fameux ECG au moins une fois de temps en temps. Enfin, c'était une démarche opportuniste, c'est ça, des médecins, un ECG opportuniste après 65 ans et systématiquement annuel après 75 ans, est-ce que je me trompe ?
Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, eh bien, c'est une bonne recommandation. Ça oblige à voir un cardiologue à ces âges-là. C'est plus ou moins facile selon les régions pour avoir un vrai électrocardiogramme qui va être vraiment un coup très bref. On va avoir 30 secondes d'enregistrement au moment de l'électrocardiogramme. On aura du 12 pistes. Moi, je pense que c'est bien. C'est sans doute mieux d'avoir des enregistrements plus fréquents de 30 secondes en monopiste, ce qu'on fait en particulier avec les montres ou les téléphones portables. Ça, c'est sans doute beaucoup plus rentable que l'électro annuel. Mais l'électro annuel, c'est mieux que rien. D'accord. Alors, rapidement, en 2021, une fois que vous avez des suspicions, voire des quasi-diagnostics sur les montres, c'est quoi le bilan d'une EFA en 2021? Ça a changé? Ça a été remis en cause par l'arrivée de ces devices? Alors, les devices n'ont pas changé grand-chose au bilan qu'on fait aux patients suspects ou diagnostiqués de fibrillation atriale. Globalement, pour tout le monde, il faudrait un électro-12 dérivation parce que le diagnostic de la fibrillation repose sur l'enregistrement de l'électrocardiogramme. Le monopiste, ça suffit, mais c'est quand même bien d'avoir un 12 pistes à un moment donné. Deuxièmement, on score le patient avec le CHA2DS2-VASc, puisqu'on va prendre des décisions thérapeutiques sur cette base. Troisièmement, on fait une ordonnance pour aller au laboratoire et faire un bilan biologique qui va être un bilan des facteurs de risque, la numération et puis le ionogramme sanguin. Et on n'oublie pas de rajouter la TSH. Et puis, quand on a un diagnostic de fibrillation atriale, tout le monde doit avoir une échographie cardiaque. On ne peut pas s'affranchir de ça. Donc tout ça, ça signifie qu'il faut passer par la case cardiologue. Et puis, il y a des patients sélectionnés qui auront un peu plus que ça. Pas tout le monde, mais des patients sélectionnés qui auront le Holter, parce qu'on a besoin d'en savoir plus sur le diagnostic, qui, dans l'ordonnance de biologie, auront peut-être un BNP parce qu'on les suspecte d'être peut-être insuffisant cardiaque, ou une troponine parce qu'on les suspecte d'être coronariens, ou des dédimères parce qu'ils sont essoufflés, on se dit est-ce qu'il n'a pas l'embolie pulmonaire. Tout ça, ce sont des causes de fibrillation atriale. Et puis de temps en temps, parce qu'il y a un souffle, ou il y a quelque chose sur l'écho transthoracique, il va falloir faire une écho transœsophagienne pour évaluer la valvulopathie, qui est quand même pourvoyeuse de fibrillation atriale. Et l'autre examen que je recommande très souvent à mes patients, qui n'ont pas forcément les symptômes, qui n'ont pas forcément les marqueurs biologiques, c'est le scanner coronaire, quand ils ont un profil de risque qui me laisse penser que cette fibrillation est peut-être liée à la maladie coronaire. Alors, il y a quand même quelque chose qui a changé avec les montres, c'est les gens qui ont des fibrillations atriales, on va dire paroxystiques, c'est-à-dire qui ne s'expriment que quelques temps et qu'on peut voir sur ces fameuses montres. Est-ce que jusqu'où vous poussez les explorations chez quelqu'un qui n'a pas de symptomatologie, qui a une EFA paroxystique, qui a été objectivée par un tracé sur une montre? C'est différent? Alors la définition de la fibrillation atriale, elle répond finalement un peu à cette question, hein. C'est un enregistrement d'un accès de fibrillation pendant 30 secondes sur un électro-12 dérivation ou sur un monopiste de la montre que l'on a au poignet. Et si ça s'arrête à la 32e seconde, le diagnostic est fait. Paroxystique ou permanente ou persistante, ça ne change rien au risque de faire un AVC. Donc la définition, c'est celle-là. C'est 30 secondes de fibrillation enregistrée électriquement sur un Holter, un électrocardiogramme, une montre, un téléphone, ce que tu veux, mais c'est ça la définition et c'est ça le risque. D'accord. Donc à partir de là, on a vu qu'il y avait un traitement anticoagulant qui pouvait être mis en place et qui est même extrêmement recommandé. Est-ce qu'il est systématique ou est-ce que c'est fonction du tracé ou du CHA2DS2-VASc? C'est fonction du CHA2DS2-VASc. Une fois que le diagnostic est fait, il faut scorer le patient, ce que je disais tout à l'heure. Et si votre CHA2DS2-VASc est à 0 pour les hommes ou 1 pour les femmes, vous pourrez vous affranchir du traitement anticoagulant. Au-delà de ça, il faut envisager le traitement anticoagulant. Alors, lorsque ça va être 2 chez les hommes et 3 chez les femmes, la recommandation est très forte et il faut vraiment anticoaguler les patients. Quand on est à 1 chez les hommes et 2 chez les femmes, on discute un peu plus le rapport bénéfice-risque, mais globalement, la recommandation
et de niveau 2A, donc assez forte pour le traitement anticoagulant dans cette situation-là. Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait comme dans la thrombose veineuse ou l'embolie pulmonaire, à savoir quand il y a une cause à la FA, c'est-à-dire que la FA apparaît avec un chat de vasque assez faible, une FA qui apparaît en post-opératoire par exemple, est-ce que vous considérez que, est-ce que ça doit aller dans un staff pour discuter de ça, ou est-ce que c'est une indication à un traitement à vie, ou est-ce que c'est une indication à un traitement plus court? Alors, la FA post-opératoire est un peu particulière parce que il y a un facteur déclenchant qui est le stress opératoire et il y a des chirurgies qui causent plus de fibrillation atriale que d'autres. Hein. Bien évidemment, toutes les chirurgies qui sont dans le thorax, qu'elles soient cardiaques ou pulmonaires, et que donc on va déclencher des FA un peu artificiellement. La deuxième spécificité, c'est qu'on est en post-opératoire, qu'il y a un risque hémorragique particulier si on veut anticoaguler le patient. Troisièmement, on pense quand même que ce n'est pas n'importe qui fait la fibrillation atriale post-opératoire. Et que donc, on va gérer la phase périopératoire, surtout sur le plan hémodynamique. Si la FA est mal supportée, on va faire une cardioversion, on fera l'échographie transœsophagienne, on va faire la cardioversion pour stabiliser l'hémodynamique du patient. Si on peut l'anticoaguler, on le fera. Mais le problème va se poser après, c'est-à-dire patient réduit qui a fait cet épisode-là, est-ce qu'il doit continuer ou pas l'anticoagulation, les antiarythmiques, et c'est là où le cardiologue intervient avec un suivi, sans doute par du Holter à répétition, dire je vais arrêter les antiarythmiques, on va voir comment ça se passe bien, quelques mois plus tard je refais un Holter, le Holter est toujours bien, j'arrête les anticoagulants parce qu'il a plus fait de fibrillation atriale et qu'on estime que ça a été un peu causé par la chirurgie. Par contre, si on retrouve des petits épisodes de 30 secondes ou plus sur le Holter, ça change les données et le patient bascule dans la prise en charge de la FA chronique. Hein. Et on peut faire des cardioversions sans anticoagulants en post-opératoire? Parce que c'est des FA récentes, c'est ça? Oui, parce que la FA a moins de 48 heures, on estime artificiellement que c'est à peu près le délai qu'il faut pour faire une thrombose et qu'on se donne en général la peine de regarder s'il y a un thrombus dans l'auricule gauche par une échographie transœsophagienne. C'est en général assez facile dans les réanimations. Et sous ETO, on fait un choc pour avoir la cardioversion immédiate. Alors après, le traitement anticoagulant, le choix, il a quand même été révolutionné par l'apparition des AOD qui sont quand même beaucoup plus faciles à manipuler. Les indications des AVK qui restent, c'est les FA sur valvulopathie? C'est quoi? Ou est-ce qu'il n'y en a plus? Alors oui, c'est vrai que les AOD ont pris la grosse place de la fibrillation atriale non valvulaire. Alors après, dans les valvulopathies, il y a les petites valvulopathies non significatives, sans conséquence hémodynamique, qu'on intègre un peu au FA non valvulaire. Et puis il y a les vraies valvulopathies qui, elles, surtout sur la mitrale, sont redevables d'un traitement par antivitamine K. Et puis, il y a le cas particulier, je ne sais pas si on va en parler, du patient avec l'insuffisance rénale très sévère ou terminale qui pose problème pour les AOD et où on revient là à une situation où les AVK ont toute leur place. Oui, alors justement, l'insuffisance rénale, ça a beaucoup changé. Enfin, ça dépend un petit peu des AOD, si j'ai bien compris, et ça a changé ces dernières années, à savoir qu'on avait des seuils de contre-indication qui ont été modifiés, au moins pour certains AOD, c'est ça ? Oui, alors jusqu'à 30 millilitres minute de clairance, on peut utiliser les 3 AOD. Ça ne pose pas de problème. Entre 15 et 30, il n'y en a plus que 2. C'est les antidis, c'est le rivaroxaban et l'apixaban. Et pour ces deux-là, il faut ajuster les doses. En général, c'est 2,5 mg pour l'apixaban x 2 par jour et 15 mg pour le rivaroxaban. Et puis, quand on tombe plus bas, en dessous de 15 millilitres minute de clairance, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'AOD possible. En France, c'est niette. Et reste la situation très particulière de la dialyse, où en France, on nous dit de ne pas utiliser les AOD, mais dans d'autres pays, les États-Unis par exemple, il y a une autorisation pour utiliser l'apixaban chez les patients dialysés. Ils ont finalement une fonction rénale qui a été rétablie via la dialyse, et l'apixaban s'utilise à dose normale chez ces patients-là. Donc, souvent en France, c'est les AVK pour les dialysés, mais je pense qu'on devrait réfléchir peut-être autrement pour ces patients-là. Alors,
un problème qui était avec les AVK, c'était quand il y avait des opérations ou des gestes assez invasifs, et avec les AVK, on était obligé de faire un relais héparine avec toute la complexité que ça pouvait poser et les risques hémorragiques qui souvent se passaient à ce moment-là. Est-ce qu'avec les AOD, quand on a un geste, quand on a une opération, on doit envisager un relais héparine, ou est-ce qu'on peut, en jouant sur les demi-vies, se contenter d'arrêter l'AOD et de le reprendre après le geste? Alors, on fait de moins en moins de relais parce qu'on s'est aperçu depuis quand même un certain temps maintenant que les relais étaient pourvoyeurs d'accidents de surdosage et d'accumulation des médicaments avec des hémorragies qui étaient indues. Donc les AOD ont cet avantage de pouvoir être arrêtés plus tard que les AVK à cause de leur demi-vie plus courte, et on fait une fenêtre qui dépend un petit peu de la demi-vie de l'AOD et de la chirurgie. Mais globalement, on peut souvent faire des fenêtres de 2 ou 3 jours sans l'AOD, effectuer la chirurgie, reprendre derrière, et le risque est minime d'avoir un accident thromboembolique sur cette période-là. On est en gros dans les fameuses 48 heures, 3 jours, où on n'a pas de thrombose sur une fibrillation atriale. Quand on a un très haut risque thromboembolique, eh bien oui, on fera un relais et on arrêtera en général l'HBPM quelques heures la veille de l'intervention. Ça dépend aussi de l'intervention. Quand c'est une neurochirurgie, on veut vraiment qu'il n'y ait absolument aucun anticoagulant depuis longtemps. Mais globalement, on adapte à la chirurgie et aux médicaments, et on fait de moins en moins de relais, et ça nous a facilité la vie. Alors, les AOD ont été un progrès, ils ont permis une réduction notable des complications. Est-ce qu'il reste quand même malgré tout des contre-indications absolues? Et à ce moment-là, qu'est-ce que les cardiologues peuvent proposer aux malades dans le cas de ces contre-indications absolues aux anticoagulants? Alors, la contre-indication majeure, on en a parlé, c'était l'insuffisance rénale terminale. Après, la contre-indication absolue aux anticoagulants au sens large, c'est l'accident hémorragique, où les accidents hémorragiques ont amené à contre-indiquer les anticoagulants et à la reprise des anticoagulants. Et dans ces accidents, on trouve un certain nombre de choses, en particulier les hémorragies intracrâniennes, où on est souvent un peu hésitant à reprendre un traitement anticoagulant. On trouve les angiodysplasies du tube digestif, qu'elles soient gastriques, du grêle, coliques, qui sont parfois cautérisées, parfois pas. Et même quand elles sont cautérisées, elles ont tendance à revenir. Et les patients sont des patients multitransfusés. Et finalement, les gastro-entérologues ne veulent plus de traitement anticoagulant chez ces patients-là. Ça peut être des pathologies urologiques qui posent les mêmes problèmes. Et donc, dans cette situation-là, il y a une solution qui est la fermeture de l'auricule gauche, qui est un petit geste interventionnel qui se fait sur une journée et qui permet de s'affranchir chroniquement des traitements anticoagulants. Et ça, c'est quand même un très gros progrès. On va boucher l'auricule gauche, et après 2-3 mois d'un traitement plutôt simple pour éviter la thrombose sur prothèse, on arrête tout et le patient n'a plus d'anticoagulant et a réduit son risque d'AVC de 60%, comme avec les anticoagulants. Donc c'est une solution à garder en tête. Donc c'est une solution efficace. Si c'est efficace, pourquoi on ne la fait pas à tout le monde? Eh ben, je pense que c'est un reflet des contraintes qui nous ont été imposées par l'HS. C'est-à-dire qu'on avait des études qui avaient comparé la fermeture de l'auricule gauche au traitement anticoagulant, donc chez des patients qui n'avaient pas de contre-indication aux anticoagulants, et qui ont montré la grande efficacité et sécurité de cette stratégie. Ça faisait trop de patients sans doute à prendre en charge au plan budgétaire pour l'État, et donc on nous a réduit cela aux patients ayant une contre-indication absolue aux anticoagulants, et c'est l'indication HAS actuelle avec un CHA2DS2-VASc à 4 ou plus et un ASBLED en général à 3 ou plus. Et on voit d'autres pays, l'Allemagne ou les États-Unis, où il y a une vraie discussion entre le médecin et le patient pour dire je vous mets des anticoagulants, ben non, j'ai pas envie des anticoagulants, moi je fais du saut en parachute, je trouve pas ça sympa, je vais vous fermer l'auricule. Voilà, il y a ce choix-là pour les patients qui n'ont pas envie d'avoir les traitements anticoagulants et le risque hémorragique qui va avec. Alors on y viendra peut-être, il y a des études qui sont en cours maintenant qui opposent les AOD à la fermeture de l'auricule gauche. On est passé au stade suivant, et qui devrait montrer, je l'espère, la même chose que ce qu'on a eu avec les AVK,
c'est-à-dire une équivalence de pronostic, simplement que une fois que l'auricule est bouché, eh bien, vous continuez votre vie sans anticoagulant. Alors, chez un patient qui a 40 ans ou 50 ans et qui va passer 30 ans sous anticoagulant avec un risque hémorragique à 1 ou 2% l'an, on voit que la fermeture de l'auricule gauche a quand même un sérieux avantage pour limiter la iatrogénie de ces médicaments. Alors, dernier point sur les anticoagulants, un point qui vous intéresse au premier chef, c'est chez le coronarien, quand vous mettez en place un stent, maintenant les recommandations sont bien marquées. Qu'est-ce qu'il faut faire et pour combien de temps? Est-ce qu'on prescrit encore des antiagrégants? Oui, on a bien évolué parce qu'il y a eu plusieurs études randomisées qui ont apporté à peu près le même message, qui est de dire il faut tout faire pour éviter la trithérapie. La trithérapie, c'est l'aspirine, un P2Y12 type clopidogrel et un anticoagulant pour la fibrillation atriale. Et donc l'idée, c'est d'arrêter en général l'aspirine très rapidement après l'angioplastie et la pose de stent. Qu'est-ce que c'est que très rapidement? Les recommandations européennes disent, allez, 1 semaine. C'est sans doute tout à fait acceptable. Chez les patients à très haut risque coronaire, on pourrait dire 1 mois. Chez les patients à très faible risque coronaire et à haut risque d'AVC sur la fibrillation atriale, ça peut être le lendemain de la pose de stent. Voilà, donc c'est entre 1 jour et 1 mois, et pour le gros du bataillon, c'est 7 jours. D'accord, merci beaucoup. Alors on parle tout le temps du traitement anticoagulant et beaucoup moins, bien sûr, des traitements antiarythmiques. Donc tout à l'heure, vous l'avez évoqué, tout au moins dans le post-op, c'est de réduire le premier épisode. Est-ce que ça peut se faire en dehors du post-op et comment, dans quelles conditions et quelle préparation? Alors, je pense que quand on découvre une fibrillation atriale, que le patient est en fibrillation atriale, c'est pas de la FA paroxystique, il faut toujours se poser la question de la réduction. On ne peut pas s'affranchir de cette question et de la réponse qu'on va y amener, parce qu'il y a quand même un vrai bénéfice à garder le patient en rythme sinusal pour l'avenir. Et donc, il faut se poser cette question-là. Est-ce que j'ai toutes les chances de réussir ou est-ce que j'ai un maximum de chances d'échouer? Alors, quand est-ce qu'on échoue? On échoue quand le patient est très âgé, qu'il a sa fibrillation depuis des années et qu'on ne s'en est pas aperçu, que l'oreillette gauche est énorme et que finalement on se dit on a toutes les chances de ne pas y arriver, et même si on y arrive, il va récidiver, et d'autre part, il la supporte plutôt pas mal, donc on va le laisser avec. Par contre, le sujet plus jeune à qui on vient de découvrir la fibrillation atriale, il faut vraiment se donner les chances de la réduire, et donc ça sera une réduction chimique avec les médicaments, ce sera une réduction électrique avec la cardioversion, ça peut prendre différentes formes, mais peu importe, il faut tenter cette cardioversion pour récupérer le rythme sinusal au moins la première fois, et il y a des patients qui ont plusieurs épisodes de cardioversion, c'est légitime. Alors, en dehors de ces indications de réduction, est-ce qu'il faut s'attacher aussi à contrôler la fréquence? Vous allez me dire oui, si c'est mal supporté, il faut associer quelque chose pour ralentir le cœur, améliorer son hémodynamique, c'est ça? Oui, on ne peut pas, même si on fait le choix, à un moment donné, chez un patient, de dire on va respecter la fibrillation atriale, on ne va pas respecter la tachycardie. Donc, il faut contrôler ça avec les médicaments qu'on a à disposition, qui sont des médicaments ralentisseurs, que ce soit les bêta-bloquants, que ce soit les calcium bloqueurs ralentisseurs, que ce soit la digoxine. Alors, on a des médicaments pour contrôler la fréquence cardiaque. C'est le rôle du cardiologue de choisir le bon médicament pour le bon patient et avoir une fréquence cardiaque contrôlée. Donc ça, c'est important, et ça vient en plus du traitement anticoagulant chez ce patient-là. Et même si ce patient avait par exemple une fermeture d'auricule gauche parce qu'il a une contre-indication au traitement anticoagulant, on ne s'affranchirait pas de la problématique du contrôle de la fréquence. Et le contrôle de la fréquence, les médicaments ont changé depuis quelques années ou ce sont à peu près toujours les mêmes? C'est les flécainamides? Alors, on n'a pas de nouveaux médicaments anti-arythmiques vraiment à disposition, donc on vit avec nos vieux médicaments. Alors, la flécaïne, c'est un médicament, quand on n'est pas coronarien, qui marche bien pour prévenir la fibrillation atriale, pas pour ralentir la fréquence cardiaque d'un patient en arythmie. Donc, mais c'est un très bon médicament pour la prévention
des accès de patients qui ont déjà fait de la fibrillation atriale et qui sont revenus en rythme sinusal. D'accord. Et alors, il y a quand même une grande révolution dans la fibrillation atriale, c'est bien sûr l'ablation. C'est quoi les dernières nouveautés sur l'ablation? On sait qu'il y avait des risques immédiats, des risques de séquelles avec de la fibrose, et puis on savait que ça pouvait récidiver. Est-ce qu'on a trouvé des choses nouvelles sur cet aspect, des nouvelles techniques d'ablation, et qu'est-ce qu'il faut savoir en 2021 sur cette maladie, ou en 2022 même, puisqu'on y est presque? Oui, alors l'ablation et les techniques d'ablation ont fait un énorme progrès ces dernières années, à la fois dans les techniques à disposition, qui sont devenues pour la routine plus safe d'une manière générale, avec beaucoup moins de complications, et aussi beaucoup plus sophistiquées pour les cas complexes, qui ne répondent pas ou répondent mal à des techniques d'ablation standard. Donc, il y a des très gros progrès techniques et il faut passer par la case rythmologue quand on en est à cette situation de discussion d'ablation. La deuxième chose, c'est quand même que l'ablation est devenue un traitement quasiment de première ligne dans la fibrillation atriale. C'est-à-dire qu'on va très rapidement discuter l'ablation parce que les études se sont accumulées pour montrer qu'il y a des situations où il faut le proposer aux patients très rapidement. Alors il y a toujours, est-ce que je passe ou pas par la case d'un traitement médical d'abord pour garder le patient en rythme sinusal, et si c'est bien toléré, on repousse un peu l'ablation, ou est-ce qu'on la propose d'emblée? Il y a quand même de plus en plus d'arguments pour la proposer très rapidement, en particulier chez les patients insuffisants cardiaques, où on veut éviter la décompensation cardiaque lors du prochain passage en fibrillation, ou que ce soit le patient jeune qui démarre sa maladie atriale et on n'a pas envie de voir évoluer à bas bruit cette fibrillation et le retrouver avec une grosse oreillette gauche et une fibrillation qui sera plus difficile à ablater un peu plus tard. Donc c'est vraiment des discussions qu'on doit avoir avec les patients rapidement. Les taux de réussite sont quand même très élevés maintenant, et avec une ou deux séances, on atteint des 90% de succès quasiment chez les patients. Et la cryo-ablation est une technique qui est utilisée largement et qui est encore plus sécurisante que la radiofréquence pour une première ablation. Et les cardiologues sont suffisamment nombreux à pratiquer l'ablation pour pouvoir satisfaire le nombre de FA que l'on voit, ou comment vous triez les malades? Ben voilà, je pense que la technique explose, mais je pense qu'on est en dessous encore de la réalité. Il faudrait pouvoir proposer cela beaucoup plus et beaucoup plus souvent aux patients qui ont une fibrillation. Ça va se développer, ça va être des gestes de plus en plus courts et simples, mais voilà, il faut quand même un anesthésiste dans la salle, il faut un rythmologue dans la salle, il faut une équipe de paramédicaux entraînés, il faut parfois un échographiste. Donc c'est pas simple à organiser, c'est pas quelque chose qu'on fait dans un petit service de cardiologie. Il faut des gros services bien équipés et les techniques se sont simplifiées, mais quand vous avez tout ça en place, vous pouvez le faire en routine, y compris maintenant en ambulatoire. À la Pitié, on fait de l'ablation de fibrillation atriale en ambulatoire. Et est-ce qu'on peut arrêter le traitement anticoagulant après une ablation, puisque le rythme est régularisé, ou est-ce que ça dépend d'autres paramètres, des facteurs de risque ou du Chad-Vasc? Alors, on va passer par une phase où les anticoagulants sont gardés, puisqu'il va y avoir cette phase de surveillance de quelques mois. Est-ce que l'ablation marche? Et la récidive, quand elle arrive relativement rapidement. Et s'il ne se passe rien dans les 3 mois ou 6 mois qui suivent et qu'on a des holters qui montrent que le rythme est parfait, on arrêtera les anticoagulants chez ce patient et on le surveillera. Et donc, c'est un des avantages, bien évidemment, du succès de l'ablation, c'est de pouvoir à terme se passer des anticoagulants. Alors, un dernier mot sur les FA en péri ou post-opératoire dont vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce qu'elles ont une signification particulière? Vous aviez l'air de suggérer que ce n'était pas forcément complètement innocent et que, certes, le geste était sans doute responsable, le geste chirurgical était sans doute responsable du déclenchement, mais qu'il pouvait y avoir un substratum. C'est ce que j'ai compris? J'ai bien compris? Oui, l'idée, c'est que, encore une fois, c'est
plus certaines chirurgies que d'autres, mais toute chirurgie et stress chirurgical peut causer une fibrillation atriale. Et deuxièmement, bien évidemment, quand vous faites de la chirurgie cardiaque à un patient valvulaire ou un patient coronarien, de base, il est plus à risque d'avoir de la fibrillation. Et quand le chirurgien arrive, il va peut-être créer la fibrillation que le patient n'avait pas avant. Et donc, il va falloir s'en occuper. Donc, une fois qu'on s'en est occupé, qu'on a réduit la fibrillation, qu'on a mis le patient éventuellement sous anticoagulant pour quelques mois, il va falloir considérer ce patient comme un patient à haut risque de récidive. Et on va re-rentrer dans la discussion, combien de temps les anticoagulants, est-ce qu'il ne faut pas faire une ablation, enfin tout ce qu'on a discuté aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Gilles. On arrive quand même au terme de cette émission qu'on pourrait bien sûr continuer. C'est une émission sur la fibrillation atriale au cours de la semaine de la fibrillation atriale, la SAFA 2021. C'est quoi votre conclusion, votre take-home message pour vos confrères en ville ? Alors moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience de tous les professionnels de santé, absolument tous les professionnels de santé, pas seulement les cardiologues, pas seulement les généralistes, mais aussi les pharmaciens, les infirmières qui voient les patients à domicile et qui sont particulièrement exposés pour dire « je veux faire du dépistage de la fibrillation atriale à large échelle, aussi souvent que possible, par la prise de pouls ou l'enregistrement en monopiste d'un électrocardiogramme grâce à mon téléphone portable. » Et si le téléphone, avec l'algorithme qu'il a, me dit suspicion ou diagnostic de fibrillation atriale sur les 30 secondes enregistrées, on a le diagnostic et donc il faut là voir le cardiologue. Eh bien, merci beaucoup Gilles Montalesco pour votre clarté. Je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour vos commentaires et suggestions. Et pour revoir nos émissions, il suffit d'aller bien sûr sur le site de fréquencemédicale.com ou sur la chaîne YouTube du même nom pour les émissions plus anciennes. Bonne fin de journée à vous.